Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la finale de la Ligue des Nations qui va opposer le Portugal à l'Espagne. Ce n'est pas une compétition qui nous fait rêver, mais ça nous apporte des affiches très intéressantes à regarder. Déjà, on a eu droit à un Espagne-France historique et on aura certainement un match d'anthologie encore une fois. On verra ce que ça va donner, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile d'y rester indifférent. On va commencer en parlant des enjeux et c'est simple. Il y a un trophée à remporter. Donc déjà là, c'est bien pour les deux sélections. Encore une fois, ce n'est pas le plus important, mais ça reste positif pour continuer à progresser. Maintenant, en termes d'individualité, on rappelle encore une fois que Lamine Yamal est en train de chercher son ballon d'or. Il s'en rapproche jour après jour. Et s'il remporte ce match-là, c'est un trophée en plus. C'est potentiellement des images fortes en plus. Et à ce moment-là, il pourra encore une fois avoir un argument de plus pour pouvoir chercher son trophée qui sera historique et ce serait complètement dingue. Maintenant, pour Cristiano Ronaldo aussi, s'il remporte sa deuxième Ligue des Nations, ce serait plutôt fort et ça montrerait qu'à bientôt 40 ans, il reste compétitif et surtout peut viser la Coupe du Monde 2026. Et c'est aussi là où je veux en arriver, ce que je dis à chaque fois par rapport aux matchs de sélection, peu importe que ce soit en Ligue des Nations ou dans des amicaux, c'est toujours important de se dire que c'est des préparations aussi pour arriver en forme lors de la Coupe du Monde 2026. C'est la compétition la plus importante et ça le restera pour toujours. Maintenant, si tu as la chance de pouvoir jouer face à de grandes équipes, ça te permet de te préparer au mieux. Par exemple, en Sud-Amérique, il n'y a pas vraiment de confrontation de ce genre ou très peu. On a eu un Brésil-Argentine il n'y a pas longtemps, c'est vrai, mais ça n'arrive pas non plus assez régulièrement, alors qu'avec cette Ligue des Nations, on a beaucoup de gros matchs entre pays européens et ça leur permet de préparer au mieux le mondial et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que les pays européens soient ultra performants et arrivent à avoir une nette avance sur les pays d'autres continents parce qu'ils se préparent de la meilleure des manières et arrivent à se tester tactiquement dans leur système de manière quand même très très forte. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler des deux sélections et on va commencer avec le Portugal. De leur côté, eux, ils ont battu l'Allemagne sous score de 2-1 dans un match très disputé parce que dans un premier temps, le Portugal a bien commencé, ils ont été assez performants, mais l'Allemagne ensuite a su reprendre la main avec un jeu beaucoup plus dominant, ils ont eu le ballon, ils ont joué assez haut sur le terrain, ils ont su mettre le but, mais petit à petit, ils se sont un petit peu laissés aller avec une équipe portugaise qui a fait des changements, on va y revenir, mais surtout qui a montré un football très direct, porté vers l'avant, mais avec très peu de passes aussi. Et ça leur a permis d'être dangereux offensivement. Au final, l'Allemagne n'a pas non plus pesé beaucoup de poids offensivement. Donc, le travail défensif n'a pas été très important du côté des Portugais. On peut retenir tout de même que Diogo Costa a fait des arrêts lorsqu'il le fallait. Et il a été très bon sur sa ligne. Mais de manière globale, défensivement, il n'y a pas grand-chose à noter parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail à faire. Et puis, par contre, offensivement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité des joueurs en transition rapide. C'est là qu'ils ont su faire mal, avec notamment Pedro Neto qui a été beaucoup recherché. Mais de manière générale, c'est le côté gauche portugais qui a été très difficile à gérer pour les Allemands, avec Pedro Neto et Nuno Mendes aussi, qui ont été ultra performants. Et Nuno Mendes a fait un sacré match. On sait qu'avec le PSG, Luis Enrique lui demande beaucoup d'équilibrer l'équipe et de rester souvent assez bas sur le terrain, de ne pas trop se projeter. Avec le Portugais, c'est différent, il a plus de liberté et on voit que déjà c'est une fusée le type. Il va tellement vite, en tout cas en impression visuelle, je trouve que c'est le joueur le plus rapide au monde. Alors peut-être que dans les faits, dans les kilométrages, ce n'est pas le premier, mais quand je regarde à la télé les matchs, je trouve que lorsqu'il accélère, personne n'est capable de l'arrêter. C'est fou. Il met vraiment des tempêtes à des joueurs des fois. C'est impressionnant. L'assist qu'il donne à Ronaldo, mais il lui offre le but. C'est dingue. Vraiment ce qu'il fait dans ce match-là, c'est très impressionnant. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'entrée de certains joueurs a fait la différence, dont notamment le premier, c'est Vitinha. Parce que, ok, Conceição a mis son but, ok, il n'était pas loin de mettre un doublé aussi, il a fait une excellente entrée, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça, et d'ailleurs c'est un joueur qui sera certainement titulaire, je pense qu'il a gagné sa place, mais Vitinha, quel match, quelle entrée, c'est simple, lorsqu'il est entré sur la pelouse, il a tout de suite été le meilleur joueur. C'est simple, pourtant il n'a pas été décisif, que ce soit en termes de but ou de passes décisives, non. Mais ce qu'il a montré sur le terrain d'un point de vue technique, sa capacité à sortir de la pression, à organiser le jeu de l'équipe, avec quelques touches de balle, avec un jeu direct, précis,
Non, vraiment, il a été impressionnant au milieu de terrain, il a fait beaucoup de bien. Et on avait vu une équipe portugaise qui avait vraiment du mal à gagner la bataille du milieu de terrain. Mais lorsqu'il est rentré, ça s'est fait tout de suite. Et on a senti une supériorité portugaise. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose à dire. Vitinha, on sent qu'il est en grande confiance avec le PSG. Il a réalisé une très très bonne saison. Et là, cette fois-ci, eh ben, il répond présent maintenant avec le Portugal où il prend de plus en plus d'importance. On verra son affrontement avec Pedri, on va y revenir plus tard. Ça risque d'être très intéressant. Maintenant, par rapport à cette équipe portugaise, ce que j'ai à dire, c'est que, ok, en soi, ils ont été très forts, notamment en transition rapide, et c'est là où ils ont apporté du danger. Mais je trouve qu'offensivement, ce n'est pas non plus une équipe qui se crée beaucoup de situations, une équipe qui a des facilités. Je pense que l'Allemagne est passée à côté de son match, et que à partir du moment où ils ont mis le premier but, ils ont arrêté de jouer, ils se sont contentés de défendre et de jouer en contre-attaque. Et à ce moment-là, ok, le Portugal a pris en confiance et a été bien meilleur. Mais je pense que face à l'Espagne, ça peut être totalement différent et ça va être intéressant à suivre. Et puis, je trouve que Roberto Martinez n'a pas encore trouvé vraiment son 11. Il se cherche un petit peu, il fait des tests. On voit que João Neves joue au poste de latéral droit, par exemple. Il s'inspire de ce que fait Luis Enrique, mais il n'a pas le même rôle qu'avec le PSG, donc ça n'a pas beaucoup de sens et je pense qu'il doit retourner au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et là ça pourrait faire beaucoup de bien. On verra s'il fera ce type de changement-là, mais voilà, comme je le dis, Conceição aussi va retrouver certainement sa place en tant que titulaire. Il y a plein de choses à observer, mais il se cherche encore en termes d'individualité, même en termes de système, donc ce n'est pas non plus idéal pour l'instant, mais ça reste positif en vue de ce qui s'est passé assez récemment. Si on compare maintenant avec l'Espagne, eux, comme vous savez, ils ont battu l'équipe de France sous le score de 5 buts à 4. Dans ce match-là, ça montre bien l'état actuel de l'Espagne. Parce que on avait un moment donné dans le match qu'il menait au score de 4 buts. Il y avait 4-0 pour l'Espagne, ensuite 4-1 et même 5-1. Donc à deux moments dans le match, il y a eu 4 buts d'écart en faveur de l'Espagne. Et pourtant, la France a fini par revenir pratiquement à égalité. Ils sont venus à 5-4 quand même. Ça a été serré jusqu'au bout et on a eu peur limite d'une remontada française. Ça n'a pas été le cas, mais ils ont encaissé beaucoup trop de buts. Et même ceux qui ont vu le match peuvent le confirmer. Lorsqu'il avait 5-1 pour l'Espagne, c'était quand même plutôt bien payé parce que les Français avaient pas mal d'occasions de but et Unai Simon a été très bon, a été décisif, mais ils auraient pu mettre un but ou deux en plus et ça n'aurait pas choqué grand monde à ce moment-là. Maintenant, attention, offensivement, on a vu que ça a été exceptionnel. Vraiment, Lamine Yamal, ce qu'il a fait, j'ai pas besoin d'en parler, j'en ai fait 2 vidéos, n'hésitez pas à les voir si vous n'avez pas déjà vu, mais voilà, on le connaît, on sait qui il est et on sait que certainement il va encore briller face au Portugal parce que c'est ce qu'il fait à tous les grands matchs. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi Nico Williams qui a été impressionnant. On en parle beaucoup moins. Ce n'est pas une star comme Lamine Yamal ou même comme Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, par exemple. Je parle des joueurs français parce qu'ils étaient présents dans les matchs. Mais qu'est-ce qu'il est fort aussi, qu'est-ce qu'il est régulier dans les grands matchs, surtout avec l'Espagne, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Mais de manière globale, ce que je retiens surtout, c'est le système de l'Espagne avec cette facilité aussi à attaquer en transition. J'ai dit que le Portugal a été dangereux en attaque rapide, mais que dire de l'Espagne? Ils ont fracassé la France comme ça, et je pense qu'à 5-1, ils sont un petit peu arrêtés de jouer, et il y a eu des changements aussi de Luis Fuente pour préparer la finale. Mais s'ils y allaient à fond, ils auraient pu détruire la France. C'est dire à quel point le potentiel offensif est énorme parce qu'il y a des individualités qui sont au plus haut niveau, mais il y a aussi une équipe où tous les rôles sont définis de manière très claire et on sait chacun comment il doit apporter à l'équipe et ça change par exemple l'équipe de France qui sur le papier a une équipe énorme, le Portugal aussi, mais collectivement ils se cherchent encore un petit peu et des ajustements à faire. Non, les Espagnols eux ont de fortes certitudes. Luis de la Fuente ne cherche plus son 11, il connaît ses hommes forts. Alors quelquefois il change un petit peu, il fait confiance à d'autres joueurs, mais de manière globale il a de grandes certitudes et ça fait la différence. C'est certainement la sélection qui a le plus de garanties avec l'Argentine. Je pense que c'est deux équipes vraiment qui apportent un niveau de régularité quand même très haut, mais attention, si on regarde les 5 derniers matchs de l'Espagne, il y a une chose que je remarque en priorité, c'est les buts encaissés. Ils ont encaissé lors des 5 derniers matchs qu'ils ont joués, mais pas n'importe combien de buts. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, ils ont encaissé beaucoup de buts. Sur les 5 derniers matchs, ils ont encaissé 12 buts. C'est énorme. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'ils en ont inscrit 15. Ils ont mis 15 buts. C'est énorme, donc ça fait une moyenne de 3 buts par match. Maintenant, les 12 buts encaissés, c'est beaucoup trop aussi. On voit que défensivement, ça c'est fébrile. Et de manière globale, je trouve que des fois, ils se font percer un peu trop facilement. Moi, ce qui me dérange surtout, ce n'est pas spécialement le côté défensif. Parce que quand tu as une telle attaque, quand tu as de telles individualités, tu peux retourner la situation autant que tu le souhaites. Il y a vraiment moyen de le faire. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo débrief
lors du match Espagne-France, c'est que l'Espagne n'a pas montré une grande maturité en termes de gestion de match. À partir du moment où c'est 5-1, tu dois beaucoup plus mettre le pied sur le ballon et terminer le match. Faire comprendre aux Français que c'est fini. Là, le rythme du match va être très lent. On fait tourner la balle, on leur empêche d'avoir le ballon, on leur empêche d'être dangereux et on attaque de manière intelligente lorsqu'il y a une ouverture. Mais non, l'Espagne a continué à jouer le même football en voulant contre-attaquer constamment, en acceptant de ne pas avoir le ballon. Et en fait, c'est là où ça devient dangereux pour eux. Parce que si l'Espagne arrive à faire ce qu'ils ont fait à l'Euro, c'est-à-dire avoir des phases de possession lorsqu'il le faut, et savoir jouer en contre-attaque aussi lorsqu'il le faut, c'est-à-dire avoir un mix entre les deux, là, tu es hyper compétitif. Mais lorsque tu deviens une caricature de toi-même et tu joues uniquement en contre-attaque, eh ben, ça fait que tu es prévisible et ça fait que défensivement, il y a des grosses ouvertures aussi qui arrivent et tu laisses l'opportunité à l'adversaire de revenir dans le match parce que défensivement, encore une fois, il y a trop d'espace. Et ça, c'est des points qui sont importants et ça peut faire mal face au Portugal parce que le Portugal n'a pas la meilleure attaque au monde, pas en termes d'individualité, mais je veux dire surtout en termes de système. Voilà, ils sont peut-être pas encore tous bien connectés les uns avec les autres, mais par contre, avec les espaces que l'Espagne va laisser, certainement qu'ils pourront faire très mal et ça peut suffire pour qu'ils mettent plusieurs buts. Donc attention au Portugal qui pourrait fermer le jeu avec un bloc bas défensif assez compact et se contenter de jouer en contre-attaque avec des joueurs comme Nuno Mendes, comme Pedro Neto qui peuvent aller à 10 000 à l'heure et à ce moment-là, il pourrait y avoir danger pour l'Espagne. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que l'Espagne pour moi reste la grande favorite de ce match. Je pense vraiment qu'ils vont gagner ce match parce que je trouve qu'encore une fois, ils sont capables, ils l'ont déjà prouvé, d'alterner les deux. S'ils le font encore une fois, ça va être très difficile pour les Portugais de sortir de cela. Je pense qu'il y a un potentiel offensif qui est trop important. C'est-à-dire que même si l'Espagne est menée au score, même si le Portugal commence très fort le match, ça peut ne pas suffire. Parce que les Espagnols, eux, ont trop d'armes, ont trop de possibilités pour pouvoir marquer, pour pouvoir revenir dans le match et pour pouvoir retourner la situation. Donc, par rapport à tout ça, j'imagine vraiment les Espagnols réussir à gagner cette finale, à aller au bout, quoi qu'il arrive, avec des individualités aussi qui sont au top du top quand on regarde Lamine Yamal, quand on regarde Nico Williams et même Pedri qui a été en dessous face à la France par rapport à son niveau habituel. Mais même lorsqu'il est en dessous de son niveau habituel, ça reste un joueur qui a inscrit un but qui a été important et ça reste un joueur qui peut par moment aussi faire quelques folies. Donc imaginez que maintenant il fait un match vraiment beaucoup plus complet, là ça peut être autre chose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport de force. Pour terminer, j'aimerais dire ça parce qu'il y a des duels qui vont être ultra intéressants. Déjà, quand on regarde, Lamine Yamal sera face à Nuno Mendes. On avait déjà vu ce duel avec le Barça et le PSG. À ce moment-là, Lamine Yamal n'avait que 16 ans et pourtant, il avait été largement supérieur à Nuno Mendes. Il a été beaucoup plus fort et a gagné ses duels. On verra aujourd'hui parce que Nuno Mendes a vraiment su monter en puissance et est l'un des meilleurs latérales gauche au monde, si ce n'est le meilleur sur la saison, ça il faut le dire. Et l'autre duel qui m'intéresse fortement, c'est Pedri face à Vitinha. Ça fait des mois et des mois que ça en parle sur les réseaux et que ça compare les deux joueurs entre la communauté Barça et celle du PSG. Et de manière globale, dans le monde du football, on se demande qui est le meilleur milieu de terrain au monde. Selon moi, c'est clair, vous le savez, c'est Pedri, mais beaucoup pensent que c'est Vitinha. Et maintenant, ce match, on verra l'un contre l'autre et peut-être un marquage individuel de Vitinha sur Pedri. Ce serait intéressant, ce serait quelque chose qui me ferait beaucoup plaisir. On va voir ce que ça va donner. Ça va être un match avec de grands joueurs sur la pelouse, encore une fois. On est gâté parce que même lorsque la saison est terminée, en club en tout cas, eh ben, on a des matchs de sélection de très haut niveau et il y aura encore la Coupe du Monde des clubs. Donc ça ne va pas s'arrêter. Il y a des matchs dans tous les sens. Mais celui-ci m'intéresse très fortement. Et on verra Lamine Yamal contre Ronaldo, l'ancienne génération face à la nouvelle. Ouais, toutes ces choses-là, ça fait vraiment rêver. Donc, soyez au rendez-vous, branchez-vous sur votre téléviseur, branchez-vous ensuite sur cette chaîne pour le débrief. Et là, tout le monde sera content. Je vous laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.